Bon, on reprend notre travail après avoir vu une introduction, on va dire, chiffrée, les grandes dates en droit du travail. On va s'intéresser un peu aux sources du droit du travail. Alors, on va dire en gros, pour faire simple, il y a trois niveaux de sources. Les sources internationales, les sources plutôt européennes et les sources nationales. Voilà. En gros, ça va être ça les étages qu'on va essayer de décliner. On va commencer par les sources internationales du travail, du droit du travail. Et quand vous vous intéressez aux sources internationales, vous êtes obligé de faire référence à l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui, je le rappelle, a été créée par le traité de Versailles en 1919, dont le siège est à Genève et qui contient un organe permanent qui s'appelle le Bureau international du travail, le BIT. Donc c'est bien une organisation tripartite. Vous avez l'État d'un côté, les organisations syndicales salariées, les organisations syndicales patronales, et l'OIT fonctionne avec deux normes en droit du travail, soit des conventions, soit des recommandations. La différence entre les deux est simple. Les conventions sont des outils contraignants pour les États qui les ont ratifiés, contrairement aux recommandations. Donc en gros, c'est ça. Alors bien sûr, d'un État à l'autre, vous allez avoir un taux de ratification qui va varier énormément d'un État à un autre, évidemment. Par exemple, la France a ratifié 127 conventions, juste derrière l'Espagne, qui est la première du classement, alors que si vous regardez le Japon, par exemple, ils ont ratifié seulement 47 conventions, les États-Unis 14, etc., etc. Donc le taux de ratification varie. Alors pourquoi il varie? Parce que la conception que l'on a de l'Organisation internationale du travail et de ses conventions varie aussi d'un État à l'autre. Par exemple, pour les États-Unis, les conventions ne sont rien d'autre qu'un risque contentieux plus important. Alors que pour la France, par exemple, les conventions sont perçues comme du progrès social. Donc vous voyez que la représentation que l'on a des conventions en fonction des États sont pas tout à fait les mêmes. Cela étant dit, il est clair que certaines recommandations contiennent des droits fondamentaux, hein, on va dire comme ça, et je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, il y a une convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, une autre sur l'organisation et la négociation collective, sur le travail forcé, sur l'âge minimum, sur les pires formes de travail des enfants, sur l'égalité des rémunérations, sur la discrimination, etc., etc. Donc on voit qu'au niveau international, on arrive quand même sur un certain nombre de domaines à se mettre à peu près d'accord. Par exemple, ces conventions vont jouer un rôle aussi fondamental devant nos juridictions nationales, puisque effectivement elles sont parfois invoquées par les plaideurs, et depuis un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2006, la Cour de cassation reconnaît que certains articles de certaines conventions sont d'applicabilité immédiate devant nos juridictions. Ça veut donc dire, hein, concrètement, que les conventions internationales peuvent être invoquées devant nos juridictions nationales, devant le Conseil des prud'hommes, par exemple, et par conséquent, c'est ce qui fait avancer un peu le droit, si vous voulez, en d'autres termes. Prenons un exemple récent. On a contesté la barémisation des indemnisations en cas de licenciement abusif, la loi Macron qui vient prévoir, selon votre ancienneté, un montant maximal d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. On a contesté cela parce que ça vient remettre en cause le principe de la réparation intégrale, c'est-à-dire que quand vous avez subi un préjudice, on vous doit une réparation intégrale à partir du moment où vous démontrez évidemment toute l'ampleur de votre préjudice. Avec ce système de barémisation, les indemnités sont limitées, et par conséquent, il y a eu des contestations évidemment de ces barèmes,
certains prétendaient qu'ils étaient contraires à une convention de l'OIT, numéro 158, et à son article 10. Bon, finalement, cette contestation n'a pas abouti, puisque, au bout du compte, il a été décidé par la Cour de cassation, qui a été saisie par rapport à cela, que, en effet, la barémisation proposée ne violait pas les dispositions posées par la Convention 158 de l'OIT. Bon, voilà. Donc c'est simplement pour vous dire que ce droit, qui peut nous paraître un peu lointain, quand on en a besoin, on sait aussi le mobiliser devant les juridictions nationales. Donc on voit bien à partir de là que nous avons la possibilité d'invoquer ces textes internationaux finalement devant nos juridictions. Alors, en juin 1998, l'OIT a adopté la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Eh bien, par exemple, dans cette déclaration, vous allez retrouver la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, etc. etc. Cette convention donne la possibilité aux syndicats, par exemple, de saisir le Bureau international du travail, donc l'organe permanent de l'OIT, d'une plainte quand il y a une législation ou un texte qui leur paraît non conforme à cette législation. Eh bien, ça a été le cas de FO et de la CGT, par exemple, qui ont contesté certaines dispositions de la loi El Khomri du 8 août 2015 à propos de la définition que donnait cette loi du licenciement économique, à propos de la supériorité des accords d'entreprise sur ceux de la branche, etc. etc. Bon, certes, ils n'ont pas réussi à l'emporter au niveau du contentieux, je dirais, mais voilà, là aussi c'est encore une fois une démonstration que le droit du travail est influencé aussi par des normes qui sont internationales. Alors après, il peut y avoir, en dehors de ces normes de l'OIT, donc sous forme de convention, sous forme de recommandation, il peut y avoir des accords bilatéraux, multilatéraux que peut signer la France avec d'autres pays. Je prends l'exemple de l'accord franco-marocain, par exemple, du 9 octobre 87, qui régit la carte de séjour temporaire, mention salariée, délivrée au bout de 3 ans, de présence régulière et non de 5 ans, comme c'est le cas habituellement dans ce domaine. Donc là, on voit bien que pour les travailleurs marocains en France, eh bien, on peut leur délivrer un titre de séjour, une carte de séjour temporaire, avec la mention salariée au bout de 3 ans, et non pas 5 ans de présence régulière sur le territoire français, au même titre que les travailleurs marocains peuvent bénéficier d'un regroupement familial facilité du fait de leur statut de salarié. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des normes, on va dire internationales. Retenons l'Organisation internationale du travail, les conventions qui sont signées, les recommandations qui sont faites et la possibilité effectivement d'invoquer celles-ci devant nos juridictions nationales. Nous allons ensuite nous intéresser dans un second temps plutôt aux sources de droit social européen. Donc c'est ce que je vous propose maintenant. Donc après avoir vu tout ce qui relevait plutôt de l'international, on vient de parler de l'Organisation internationale du travail, donc voilà. On va s'intéresser maintenant au niveau européen, je dirais, les sources européennes du droit du travail. Et dans les sources européennes du droit du travail, je dirais que c'est relativement simple. Pour se repérer, il faut, dans votre esprit, diviser en deux un tableau. Dans la première partie, on va traiter plutôt les sources qui émanent du Conseil de l'Europe. Et dans la deuxième partie, nous traiterons plutôt les sources qui émanent de l'Union européenne. Voilà, ça c'est déjà la première chose que vous devez faire mentalement. Diviser les choses. Le Conseil de l'Europe, l'Union européenne. Alors, allons voir ce qui se passe du côté du Conseil de l'Europe. Et disons d'abord, dans un tout premier temps, ce qu'est le Conseil de l'Europe. Eh bien, c'est une organisation internationale qui regroupe 47 pays, ce qui représente 830 millions d'habitants. Alors pourquoi ces pays se regroupent-ils? En fait, leur objectif commun, je dirais, c'est de promouvoir les droits de l'homme en Europe. Voilà ce qu'il faut retenir.
Alors, ils n'ont pas pour seul objet de promouvoir les droits de l'homme en Europe, ils font aussi la promotion de la démocratie et de la place du droit, de façon générale. Voilà. Donc la notion, si vous voulez, un peu d'état de droit. Voilà. C'est un peu ça l'idée générale. Ça, c'est le Conseil de l'Europe. Alors le Conseil de l'Europe, il est composé, je vous disais, de 47 pays. Vous imaginez bien, enfin je pense que vous imaginez que les 47 pays ne se sont pas réunis tous en 1947 à Londres le même jour. Sûrement pas. Donc on est arrivé à 47 petit à petit. Au départ, il y a 8 pays qui vont créer le Conseil de l'Europe. Vous allez trouver la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l'Italie, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni. Voilà vos 8 pays fondateurs. Hein. Puis après, on va rajouter d'autres pays, par exemple la Turquie en 1950, la Slovénie en 1993, la Fédération de Russie en 1996, etc., jusqu'à arriver donc au chiffre de 47. Voilà pour le Conseil de l'Europe. Alors nous, il nous intéresse dans le cadre du droit du travail, parce que, en effet, le Conseil de l'Europe crée des normes, en fait, qui viennent impacter le droit du travail. La première chose qui va nous intéresser, et là il va y avoir 3 petites parties, eh bien, la première norme, en fait, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, on l'appelle Convention européenne des droits de l'homme. On devrait dire, si on était véritablement précis, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais dans le langage courant, tout le monde dit Convention européenne des droits de l'homme. Voilà. Donc ça, on le sait maintenant. Alors cette convention, elle date du 4 novembre 1950. Elle est entrée en vigueur en 1953. La France l'a ratifiée en 1974. Aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où je vous parle, la Convention européenne des droits de l'homme fait partie de nos textes applicables immédiatement devant toutes les juridictions françaises. Donc, y compris devant le Conseil des prud'hommes, évidemment. Si vous avez déjà eu l'occasion de la lire, bon, vous allez mieux vous rendre compte de ce que je dis. Si ce n'est pas le cas, allez faire un tour sur Internet, vous tapez Convention européenne des droits de l'homme, vous allez avoir le texte, et vous regardez, il n'y a pas besoin de la lire entièrement, mais vous regardez un peu ce qui est dit. Par exemple, je pense à l'article 8. L'article 8, c'est un article qui protège la vie privée, les correspondances, le domicile, qui dit en fait que chacun a le droit au respect de ses correspondances, de son domicile et de sa vie privée. Voilà. Ça, c'est l'article 8. Eh bien, sachez, par exemple, on va faire le lien avec notre matière, que dans un procès qui s'est déroulé au début des années 2000, un demandeur, un plaideur, a invoqué la Convention européenne des droits de l'homme pour dire que son employeur avait violé sa vie privée, avait violé le secret des correspondances en allant fouiller dans son ordinateur, qui est un ordinateur pourtant professionnel, mais il est allé fouiller dans son ordinateur professionnel, il y a trouvé un certain nombre d'éléments qui lui ont permis de licencier le salarié. Eh bien, le salarié a prétendu qu'en allant fouiller dans son ordinateur, l'employeur avait violé sa vie privée. Ce qui veut dire, quelque part, qu'on a une vie privée, y compris sur le lieu de travail, même si on utilise les outils informatiques qui sont mis à notre disposition par l'entreprise. Pour autant, c'est pas parce que ces outils sont mis à disposition des salariés par l'entreprise que l'entreprise a tous les droits sur l'outil informatique que vous utilisez dans votre lieu de travail. Alors cette jurisprudence, ça a été le début, après d'une série de décisions, s'appelle la jurisprudence Nikon. Alors la date exacte de cette jurisprudence, c'est octobre 2001, je crois que c'est le 2 octobre 2001, alors je vais vérifier, c'est bien ça, c'est le 2 octobre 2001, donc c'est la chambre sociale de la Cour de cassation qui s'est effectivement penchée sur cette question et qui a déduit que le salarié avait raison, qu'il avait le droit d'invoquer évidemment la Convention européenne et qui lui a donné raison en vertu de la Convention européenne. C'est vrai que par la suite,
La question, vous savez, de l'utilisation des mails sur le lieu professionnel, la question des dossiers que vous pouvez créer sur votre ordinateur, alors que c'est un ordinateur professionnel, est-ce que l'employeur a le droit, pas le droit d'aller ouvrir un dossier que vous avez créé, enfin, etc. Toutes ces questions se sont posées par la suite. Aujourd'hui, les choses sont assez claires. Les outils professionnels que vous utilisez sur le lieu professionnel sont présumés professionnels, ce qui veut dire que l'employeur a le droit d'y aller quand même, il a le droit d'aller voir, hein, si vous êtes absent, etc. Il peut aller voir sur votre ordinateur professionnel, pour autant, il y a certaines limites. Par exemple, hein, et je m'arrêterai là, si vous ouvrez un dossier et que vous indiquez dossier strictement personnel, l'employeur n'a pas le droit de l'ouvrir. C'est un exemple. Et c'est une conséquence de la jurisprudence Nicole. Donc vous voyez l'intérêt, hein, c'est qu'on a un texte ici qui est un produit du Conseil de l'Europe, mais on peut l'utiliser dans un procès, devant le Conseil des prud'hommes, devant la Cour d'appel, devant la Cour de cassation, et voire plus haut que ça, puisque vous pourriez aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, s'il le fallait, qui se trouve, quant à elle, à Strasbourg. Elle implique simplement, cela implique plutôt que vous ayez exercé tous les recours internes, et si vous avez épuisé vos recours internes, c'est-à-dire jusqu'à la Cour de cassation, si vous préférez, eh bien vous avez un recours supranational devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a ici une source, effectivement, du droit du travail qui est intéressante. Ensuite, un petit mot sur la Charte sociale européenne. Alors, la Charte sociale européenne, en fait, c'est un peu le pendant de la Convention européenne des droits de l'homme, mais pour ce qui est des droits sociaux. Vous voyez ? La Convention européenne des droits de l'homme est plus générale. Elle est sur la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, la liberté religieuse, etc., etc. Là, on a utilisé le respect à la vie privée, le respect au secret de la correspondance pour aller dans une affaire de prud'homale. Mais il y a la Charte sociale européenne, elle est plus sociale, comme son nom l'indique, et donc il y a des droits sociaux qui sont reconnus directement à l'intérieur de cette charte. Alors par exemple, l'égalité de traitement en matière d'emploi, la protection de la dignité du travailleur, du travail, les rémunérations équitables, voilà, on voit bien qu'elle est plus centrée sur le droit social, on va dire d'une certaine manière. Alors, la Charte sociale européenne, on va dire que on ne peut pas l'invoquer directement devant une juridiction, comme c'est le cas de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Mais en revanche, certaines instances, et ici il faut les citer directement, et notamment les organisations syndicales, peuvent utiliser une procédure qu'on appelle la procédure de réclamation collective pour saisir un comité qui est le Comité européen des droits sociaux, au fin de faire une réclamation pour montrer, par exemple, qu'une disposition législative française, hein, on va rester ici pour l'instant, n'est pas conforme à des dispositions de la Charte sociale européenne. Voilà, c'est ça l'idée. Donc le recours, retenez bien ça, c'est pas un recours à la Charte sociale européenne directement, c'est-à-dire que vous prendriez cette charte pour l'opposer dans un procès, ça vous ne pouvez pas le faire. Mais en revanche, par les syndicats, hein, vous pouvez agir et donc faire valoir un certain nombre de positions. Alors, donc ce recours, hein, je le répète, ça s'appelle la procédure de réclamation collective, et je vais vous donner un exemple, parce que sinon, oui, ça paraît un peu plus théorique et on se demande ce que c'est. Alors, je vais vous donner l'exemple de ce que l'on appelle le forfait jour. Le forfait jour, c'est un forfait jour, hein, comme son nom l'indique, qui s'applique aux cadres. Au lieu d'avoir des cadres qui travaillent 35 heures par semaine, vous avez des cadres qui vont travailler sur l'année tant de jours. Voilà. Ce qui fait qu'en appliquant le forfait jour, grosso modo, on n'est pas embêté par la durée quotidienne de travail. Vous voyez un peu l'histoire, hein, c'est un peu ça. On n'est pas embêté non plus par des histoires éventuellement d'heures sup ou d'heures je sais pas quoi. Vous avez tant de jours à travailler dans l'année, un point c'est tout. Voilà. C'est ça l'idée générale. Bon. Donc ça fait partie de notre législation. Bon, y a eu un recours qui a été exercé donc par des organisations syndicales
devant le comité social européen, et pour faire valoir l'idée que notre législation, en prévoyant le forfait jour, ne prévoyait pas suffisamment de garanties envers ceux qui étaient soumis au forfait jour, et que par conséquent, c'était une forme, j'utilise un mot volontairement un peu exagéré, mais une forme d'exploitation, de détournement un peu du droit du travail, pour faire travailler des gens plus, sans les payer plus, enfin, etc., quelque chose comme ça. Et bien finalement, ça aboutit quand même, l'air de rien, à une décision de la Cour de cassation, qui en effet, à partir de la position qu'avait prise le Comité social européen lors du recours dont je viens de parler, eh bien, a jugé que dans une convention collective, alors ici je ne sais plus quelle convention, mais qu'importe, dans la convention collective, il n'y avait pas suffisamment de garanties conventionnelles offertes au cadre en matière de forfait jour. Donc, elle a soumis, la Cour de cassation a soumis la validité du forfait jour au fait que l'on offre des garanties plus grandes aux salariés concernés. Voilà. Donc ça c'est un autre exemple, c'est pour montrer que finalement, oui, ça permet un certain nombre de choses. Donc là c'était une décision qui a été rendue le 29 juin 2011. Voilà pour l'intérêt aussi, pareil, d'avoir cela. Et puis je vais simplement citer en troisième source la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, parce que bon, j'avoue sincèrement que là, on n'a pas beaucoup d'exemples qui nous permettent d'illustrer l'intérêt de cette convention pour le droit du travail. Je vous dis simplement qu'elle est entrée en vigueur le 1er mai 1983, et son objectif c'est d'abolir les discriminations de nationalité, de garantir l'égalité de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants, ainsi que leurs familles. Voilà. Donc si un jour on a une législation qui vient remettre en cause ceci, ou une disposition conventionnelle, c'est-à-dire issue d'une convention collective ou d'un accord collectif, qui viendrait remettre en cause ceci, on pourrait imaginer tout à fait un recours, une procédure devant le Comité social européen, pas exercée par nous, mais par une organisation syndicale, par exemple, pour faire invalider, entre guillemets, la disposition litigieuse, et pour amener nos tribunaux à s'appuyer sur la position du Comité social européen, et voilà, et donc à faire avancer les choses petit à petit, comme on l'a vu précédemment. Donc ça, c'était la première partie, celle que j'ai intitulée les sources du droit du travail émanant du Conseil de l'Europe. Vous avez compris, les trois sources, voilà, ça c'est vu. Ensuite, on va aborder maintenant les sources qui émanent plutôt de l'Union européenne. Alors c'est pas tout à fait pareil, puisque c'est l'Union européenne en tant que telle, et on va voir un peu ce qu'il en est. Alors je suis en train de retrouver ce qui m'intéresse, voilà. Alors, au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, peut-être, c'est une association politico-économique, sui generis, qui contient aujourd'hui 27 États, puisque, effectivement, vous le savez, il y a eu le Brexit, donc voilà. Maintenant, on est 27, on n'est plus 28. Et en fait, dans le cadre de cette association politico-économique, les États acceptent de déléguer ou de transmettre certaines de leurs compétences, on va dire, à des organes communautaires. C'est ça le principe de base. Alors, l'Union européenne, en termes de droit, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous avez les traités, qui ont été les traités constitutifs, je dirais, de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas les traités en eux-mêmes qui nous apportent à nous, justiciables, quelque chose de précis. Vous ne pouvez pas aller devant un conseil des prud'hommes avec un traité européen et puis le brandir en disant « oui, mes droits n'ont pas été respectés alors que dans le traité il est écrit telle chose ». Pas tout à fait. Les traités, disons que, si vous voulez, ils poussent les États à se mettre en conformité avec les dispositions du traité, et donc, par conséquent, ça fait avancer le groupe, les 27,
dans un sens commun pour aboutir à une espèce d'harmonisation des législations. Donc les traités, je les verrais plutôt comme ça, vous voyez, du côté des États, des obligations que ça fait peser sur les États d'aller dans un sens commun. Ça c'est sûr. Donc au niveau de l'Union européenne, vous avez déjà les traités en tant que tels, et puis vous avez une deuxième partie du droit européen que l'on appelle, nous, le droit dérivé. Le droit dérivé. Alors il n'est pas dérivé de n'importe où, il est bien dérivé des traités, mais il a aussi une fonction un peu équivalente à ce que je viens de dire sur les traités. On s'en sert rarement comme ça directement. Cela dit, il fait avancer beaucoup le droit social en général, donc il n'est pas inutile. Donc ce qu'on va retenir au départ, nous, à notre niveau, c'est que ce que je vais vous dire, ce n'est pas tellement des sources que l'on peut invoquer directement devant les juridictions, que ce soit le droit des traités ou le droit dérivé, mais cela étant dit, ça fait quand même avancer la cause, et c'est très important. Je vous donnerai quelques exemples pour que vous soyez convaincus que ça sert à quelque chose quand même, que c'est pas n'importe quoi, et que ce droit-là, il est quand même supérieur à notre droit national malgré tout. Donc il a quand même un intérêt important, ça limite les possibilités du législateur français qui ne peut pas faire n'importe quoi, et ça oblige tous les États à réfléchir sur un certain nombre de sujets. Je vous donnerai quelques exemples. Alors, je redis les choses, parce qu'il faut que ce soit clair. Nous sommes dans le droit de l'Union européenne, l'UE, d'accord ? Dans le droit de l'Union européenne, il va y avoir deux choses qui vont nous intéresser. Grand 1, le droit des traités. Alors les juristes disent le droit primaire ou le droit originaire. Ça veut dire, en fait, effectivement, ce droit qui a été mis en place tout au début de la construction, en fait, de l'Union européenne. Je vais y revenir. Donc le droit des traités, ça va être ma première partie. Puis après, je vais voir avec vous le droit dérivé. Alors il est bien dérivé des traités, il ne vient pas de n'importe où, mais il a des spécificités que j'expliquerai ensuite. Donc le grand 1, ici, ça va être le droit des traités. Alors qu'est-ce que je peux dire dans un premier temps? Alors pour se remettre un peu les choses en tête, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu le brouillard dans nos têtes, ça arrive. L'idée c'est ça, c'est que l'Europe a commencé, en fait, d'une certaine manière, en 1951, avec ce que l'on a appelé, et qu'on appelle toujours, le traité de Paris, 1951, et le traité de Paris créait donc la communauté économique du charbon et de l'acier. Donc ça a commencé comme ça. Le traité de Paris en 1951. Et puis ensuite, il y a eu le traité de Rome, en 1957 pour créer la communauté économique européenne. Donc là on commence à être dans quelque chose dont on a déjà entendu parler, la CEE, donc là c'était en 1957. Ensuite il y a eu l'acte unique en 1986, Maastricht en 1992. Alors c'est intéressant Maastricht en 1992 parce qu'il y a même des gens qui disent ceux qui étaient pro-Maastricht disent Maastricht, et ceux qui étaient contre Maastricht disent Maastricht. Donc par rapport au traité, il y avait eu une division effectivement au sein des gens qui étaient favorables et des gens qui n'étaient pas favorables au traité lui-même. Puis après il y a eu le traité d'Amsterdam en 1997, le traité de Nice en 2001, et puis enfin le traité de Lisbonne en 2008, qui est entré en application, je crois, le 1er décembre 2009. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire des traités, vous voyez, voilà, les traités qui ont marqué l'histoire de la construction de cette Europe que vous connaissez. Aujourd'hui, on ne dit plus évidemment communauté économique européenne, on dit Union européenne. La communauté économique européenne, elle était économique. Voilà. Mais aujourd'hui, l'Europe, on parle d'Europe sociale, etc. Donc, elle s'est largement ouverte, elle a dépassé le seul cadre de l'économie. Alors, ce qu'il faut, je pense, avoir à l'esprit pour comprendre un peu les choses, c'est que donc
on a créé en même temps une instance judiciaire qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne. Son rôle, évidemment, c'est de faire en sorte que le droit de l'Union, tel qu'il est défini par les traités, tel qu'il est défini par le droit dérivé de l'Union. Alors, cette notion de droit dérivé, ça renvoie au règlement européen, par exemple. Ça renvoie aux directives européennes. Et je crois que, de façon générale, on a déjà plus ou moins entendu parler de ces choses-là, même si on ne les connaît pas dans le détail. Tout le monde se dit, aujourd'hui, c'est l'Europe qui commande, c'est l'Europe qui décide. On parle des règlements européens, on parle bien, en effet, des directives européennes pour critiquer en particulier l'Europe. Bon. Dans tous les cas, la question ici, elle n'est pas la question de savoir si c'est bien ou pas bien. La question, elle est simplement de savoir sur quoi s'appuie finalement la Cour de justice de l'Union européenne quand il s'agit de sanctionner un État pour ne pas avoir respecté, par exemple, un certain nombre de dispositions contenues soit dans les traités, soit contenues dans un règlement, soit contenues dans une directive. Donc voilà un peu l'histoire. Alors, j'ai choisi un exemple pour vous montrer quel était l'intérêt de ce droit-là pour nous, dans le droit social en particulier, quels sont les exemples d'application. Alors je précise simplement, qu'on se mette bien ça dans la tête, ni vous ni moi ne pouvons saisir la Cour de justice de l'Union européenne. C'est pas on n'a pas cette possibilité. En revanche, les États peuvent le faire pour critiquer un certain nombre de choses. Les institutions européennes peuvent aussi saisir la Cour, mais pas nous. Nous, en tant que particuliers, on ne peut pas le faire. Mais je vais quand même vous donner un exemple qui peut être intéressant, parce qu'au cours d'un procès que nous, on initierait, par exemple, eh bien, la juridiction saisie, par exemple la Cour de cassation, pourrait avoir un souci pour interpréter une norme européenne, qu'il s'agisse d'une norme issue d'un traité, d'un règlement, etc., une norme européenne, et demander alors à la Cour de justice de l'Union européenne de procéder à l'interprétation de cette norme. C'est ce qu'on appelle une question préjudicielle, donc il est possible que dans un procès qu'on a nous-mêmes initié, eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne ait à répondre à une question que lui pose, par exemple, la Cour de cassation française. Par exemple. Alors, je vous donne cet exemple parce qu'il est quand même assez intéressant. Alors, une question préjudicielle a été posée dans une affaire par la Cour de cassation le 29 mai 2013 à la Cour de justice de l'Union européenne, qui lui a répondu par un arrêt du 26 mars 2015. Je vais faire les choses très simplement, je vais vous dire en gros de quoi il s'agissait. Il s'agissait en l'espèce d'un travailleur handicapé qui travaillait dans un ESAT. Bon, à l'époque c'était encore un CAT, mais bon, qu'importe, un ESAT. Bon. Ce travailleur handicapé a fini par quitter l'ESAT. Mais comme il n'avait pas épuisé la totalité de ses congés payés parce qu'il n'avait pas pu les poser du fait d'arrêts maladie successifs, il a demandé à son employeur de lui verser une indemnité compensatrice pour compenser effectivement le fait qu'il n'ait pas pris ses congés payés. Qu'est-ce qu'on lui a répondu ? On lui a répondu tout simplement, vous n'êtes pas un salarié, puisque vous êtes en fait orienté vers l'ESAT par la CDAPH, et vous n'avez pas le statut de salarié, vous avez le statut en fait de bénéficiaire d'une prestation ESAT, mais ce n'est pas le statut de salarié. Donc, ce qui vous lie à nous, ça n'est pas un contrat de travail, par conséquent, vous ne pouvez pas réclamer, etc. Et finalement, la Cour de cassation a saisi en effet la Cour de justice de l'Union européenne pour lui demander si le terme travailleur, au sens de la réglementation européenne, était le même que celui de salarié et pouvait éventuellement s'appliquer à une personne qui travaille en ESAT. Et la réponse a été oui. Pour la Cour de justice de l'Union européenne, le terme travailleur permet en effet d'intégrer les travailleurs d'ESAT. Alors, vous voyez, comme ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Vous imaginez les conséquences si demain,
on appliquait entièrement cette décision dans notre législation, ça ferait du bruit. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous considérez que les travailleurs des ZAP peuvent être considérés comme des salariés, vous devez appliquer le droit des salariés avec les minimums qu'il contient, par exemple le SMIC, les congés payés, même si c'est le cas aujourd'hui, on rémunère, on paye des congés payés aux personnes qui travaillent en ESAT, mais quand même ça aurait des conséquences particulières. D'un autre côté, si vous les considérez comme des salariés, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus bénéficier des protections particulières qui sont les leurs. En tant que travailleur des ZAP, par exemple, on ne peut pas licencier un travailleur en ESAT, puisque le droit du licenciement ne s'applique pas, ce ne sont pas des salariés. Donc vous voyez ici, c'est l'exemple de l'application en fait, d'une législation européenne pour répondre à la question de savoir si, oui ou non, un travailleur des ZAT a le statut de salarié. Et là, j'ai repéré le petit passage dans l'arrêt du 26 mars. Voilà, en gros, une phrase. La notion de travailleur ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une portée autonome propre aux droits de l'Union. Voilà, c'est ce que nous dit finalement ici la décision. Et par conséquent, doit être interprétée en ce sens qu'elle peut englober une personne admise dans un centre d'aide par le travail tel que celui en cause au principal, c'est-à-dire tel que celui visé en l'espèce. Voilà. Donc là, c'est une application directe du droit de l'Union européenne dans les situations qui nous intéressent. Alors, voilà pour l'essentiel. Alors, si je ramasse un peu ce qu'on vient de dire, on vient de dire au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Europe, pardon, il y a deux choses. Il y a le Conseil de l'Europe, on a vu ce que c'était, et il y a l'Union européenne, on a vu ce que c'était. Alors, je vais vous donner quand même quelques directives et règlements qui sont en lien avec le droit social et qui, comme je le disais tout à l'heure, poussent le droit national et les droits nationaux dans le même sens pour qu'on puisse avoir à un moment des législations qui tiennent à peu près la route, qui soient à peu près équivalentes, ce qui fait que si vous allez dans un autre État, ou qu'une personne de l'Europe vient d'un autre État, c'était en France, on puisse bénéficier de droits similaires et se reconnaître finalement au travers de ces droits assez similaires. Alors par exemple, une directive européenne de 2004 qui s'appelle « Droit de libre circulation et de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille ». Intéressant. C'est une directive qui a été prise au moment des accords de Schengen, je crois bien. Un règlement européen du 5 avril 2011 qui, lui, concerne la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ou encore une directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une dernière relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Alors je le redis comme ça, les règlements européens sont obligatoires. Autrement dit, quand il y a un règlement européen, on doit absolument mettre en œuvre le règlement européen au niveau des pays de l'Union. C'est obligatoire. Un règlement, ça ne se discute pas, donc on doit le mettre en œuvre. Une directive, alors ça donne une direction, c'est-à-dire un objectif à atteindre. Cet objectif à atteindre, il faut l'atteindre dans le délai qui est déterminé par la directive elle-même, sauf qu'on laisse aux États la possibilité de choisir le chemin qu'ils vont prendre pour aller jusqu'à l'objectif. Mais la directive a aussi une valeur contraignante. Donc vous voyez, les règlements, c'est très contraignant, les directives, c'est contraignant, mais disons qu'il y a un peu plus de souplesse dans une directive. Dans tous les cas, règlement ou directive, retenez surtout que ça permet d'unifier un peu les législations. Après, il existe d'autres choses. Il existe par exemple les décisions européennes. Alors les décisions visent soit des personnes, soit des groupes au niveau de l'Europe. Et effectivement, à leur égard, la décision a une force contraignante. Elle ne concerne pas toute l'Union européenne, elle concerne exclusivement ceux qu'elle vise. Et puis, il y a des recommandations ou avis au niveau européen, là ça reste simplement des recommandations et avis,
ça veut dire que ça n'a pas de force contraignante. Mais pour les règlements et les directives, qui sont une partie importante du droit dérivé, c'est quand même pas rien. Donc on a les traités, le droit originaire, si vous voulez, et puis le droit dérivé, qui constitue les deux parties, en gros, du droit de l'Union européenne, qui nous obligent à avancer dans un sens précis et à harmoniser un peu nos législations. Alors évidemment, vous l'aurez compris, je pense, le passage de l'Europe des 6 à l'Europe des 27, certes c'est fait progressivement, mais cause des problèmes particuliers, il faut quand même se le dire. Quand on est passé en 2004 à l'Europe des 25, en intégrant 10 nouveaux pays issus majoritairement du bloc de l'Est, je pense à Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, etc. Évidemment, ça change un peu la donne. Ensuite, en 2007, on a intégré la Bulgarie, la Roumanie, par exemple. On s'est retrouvé avec l'Europe des 27. On a intégré la Croatie en 2013. Vous voyez, bon. Alors, on a eu l'Europe des 28, et puis on a retiré un pays là dernièrement, parce que la Grande-Bretagne a quitté l'Europe, donc en mars 2020. Donc voilà, aujourd'hui on est 27. Alors vous imaginez que passer des 6 pays qui sont à l'origine de l'Europe, de l'Europe à 27-28 pays, et en disant on va essayer de faire quelque chose qui est assez homogène, etc., c'est compliqué quand même. L'enjeu est très complexe et c'est pas tout à fait évident. Alors pourquoi c'est pas évident ? Parce que par exemple, le taux d'activité dans les pays, c'est-à-dire le taux de la population active des 15-64 ans, elle varie énormément d'un pays à l'autre. J'ai quelques chiffres à vous donner. Le taux d'activité en Pologne des 15-64 ans, il est de 51%, alors qu'il est par exemple de 76% au Danemark, ou de 71% en France, de 66% en Pologne. Vous voyez, donc ça c'est des données. Le taux d'emploi des 55-64 ans, 54% en France, 52% en moyenne au niveau de l'UE 28 à l'époque, donc ça varie. Le taux de chômage varie de 1 à 6 quasiment entre les pays. Par exemple, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, 4,5% de chômeurs, l'Espagne 18%, la Grèce 24%, la France, là aujourd'hui c'est 8,5%, mais bon, 8,1 pardon. 8,1%, mais avec ce qui nous arrive, ça va changer un peu la donne, mais bon. En gros, vous avez compris que le taux de chômage variait, le taux d'activité variait, donc il y a des variations très très importantes. Vous pouvez prendre aussi comme repère le taux de couverture conventionnelle entre les pays, c'est-à-dire des salariés qui sont couverts par une convention collective. Si je regarde Hongrie, Lituanie, Estonie, un salarié sur 5 seulement est couvert par une convention collective, alors que vous qui écoutez cette vidéo, je veux dire, en France, c'est 96% des gens qui sont couverts par une convention collective. Vous voyez, ça n'a rien à voir entre la Hongrie, la Lituanie, l'Estonie et la France. Donc on a ici des variations qui sont très très importantes. Ce qui fait que c'est très compliqué de réussir ce pari de faire avancer une Europe à 28, moins 1, une Europe à 27 dans un sens commun. C'est pas impossible. Mais c'est là que vous vous rendez compte, c'est grâce à ça qu'on se rend compte que la Cour de justice de l'Union européenne joue un rôle fondamental, parce que le droit de l'Union européenne est supérieur au droit national. La Cour de justice de l'Union européenne l'a rappelé en Allemagne, aux Allemands, en leur disant écoutez, votre constitution elle n'est pas très bonne, la loi fondamentale, parce qu'elle ne permet pas aux femmes, par exemple, de faire partie de l'armée et de combattre pendant les conflits. Il y a quelque chose comme ça dans la constitution allemande. Et on a dit, ça c'est interdit, c'est une discrimination. Donc votre constitution, il faut la bouger. Ils ont dû bouger leur constitution. Là, on vient de rappeler à la France que même ces dispositions constitutionnelles ne pouvaient pas venir contredire les dispositions du droit de l'Union européenne. Voilà. Donc la Cour de justice de l'Union européenne joue un rôle fondamental. Donc ça, je crois, voyez-vous, qu'il faut le retenir.
Alors il vous appartient, je le dis très clairement, d'être un peu curieux. Je vous donne des pistes de réflexion. Là, si on doit ramasser, on a compris. Il y a des sources internationales, il y a des sources européennes, et là on va arriver au troisième étage. En fait, on va s'intéresser aux sources nationales. Bien sûr, c'est plus proche de nos réalités, puisque ce sont les sources nationales. Mais bon, ne pas oublier ce que je viens de dire, parce que c'est quand même très important. Ça pèse sur les sources nationales, ça influence les sources nationales. Donc ce que je vais vous proposer dans un troisième et dernier temps, par rapport à ce cours sur les sources du droit du travail, c'est d'aller chercher du côté des sources nationales et de voir un peu ce que ça raconte. Finalement, ça va être ça l'idée.